Bonjour, je t'invite à aller chercher ton conquête, un crayon surligneur, un crayon mine et à ouvrir ton conquête à la page 71 pour aborder le sujet du jour aujourd'hui, l'érosion. L'érosion fait partie du chapitre 5 dans la section 5.6. Alors va chercher tes choses, je t'attends et on commence dans quelques secondes. L'érosion, le premier mot qui me vient quand on parle d'érosion, c'est le mot usure. Alors l'usure qui arrive, alors principalement, l'usure de différentes façons. Alors l'usure, l'érosion, c'est une modification. Alors modification de l'aspect du sol, ok, qui se fait, on va voir principalement, de trois façons. Alors, modification de l'aspect du sol. Alors, avec mon crayon surligneur, je vais aller chercher que ça a été façonné soit par les forces de la nature, on en entendra parler beaucoup plus spécifiquement tantôt, mais on parle de l'eau, du vent et de la température. Ça peut être aussi, alors la modification de l'aspect du sol peut aussi être amenée causée par l'être humain. Alors évidemment, l'être humain est coupable de déforestation, d'urbanisation. Il travaille aussi en agriculture, alors ça permet de modifier beaucoup l'aspect du sol. Et la troisième façon, c'est par des phénomènes tels que les séismes, les éruptions volcaniques ou bien des avalanches qui peuvent provoquer une modification de l'aspect du sol. Si je descends un petit peu plus bas, j'ai la définition juste ici. Alors, je vais aller mettre mon important vis-à-vis la définition et je vais essayer d'aller chercher les mots les plus qui décrivent le mieux. Alors, c'est l'usure de la roche et la transformation du sol par des agents d'érosion. Principalement, par l'eau, le vent et la température. Alors, tout de suite, dans mon cahier de notes, dans la marge, je vais venir noter que c'est les trois principaux agents d'érosion. Alors, trois principaux agents d'érosion. Alors, l'eau, le vent et la température sont les trois principaux agents d'érosion. Voilà. La figure 18 juste au bas, alors nous permet de voyager déjà, de commencer notre voyage. Alors on va aller au canyon, près de l'Arizona aux États-Unis. Alors ici on voit des sculptures qui ont été faites par l'eau. Alors au fil des années, des dizaines de milliers d'années d'érosion par l'eau, il y a eu des creux, des choses qui ont été sculptées, là, vraiment, quand on voit ça, c'est vraiment, on se dit, mon Dieu, c'est vraiment la nature est bien faite, mais en quelque part, l'érosion a fait son chemin, puis ça a détruit beaucoup de particules de roches qui entouraient partout. Le canyon, alors ici, c'est le canyon Sainte-Anne, qui est tout près de Québec. Alors, excusez-moi. Alors, le canyon, encore, qui s'appelle le canyon Sainte-Anne, qui est près de Québec. Alors, celui-ci, bien évidemment, l'eau s'est infiltrée, a fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit, et a fait une dénivellation dans le terrain là, qui continue de s'accentuer année après année. Juste un petit peu plus bas, toujours au bas toujours à la page 171, on voit le fjord du Saguenay. Le fjord du Saguenay est un endroit à voir au moins une fois dans sa vie. Du moins, aujourd'hui, on aura la chance de le voir en image. C'est vraiment quelque chose de particulier parce que ça a été fait par une érosion glaciaire. Concrètement, si je t'explique ça dans mes mots, c'est un glacier qui est très très lourd, qui a creusé, qui a gratté, qui a usé le terrain à partir du lac Saint-Jean jusqu'à Tadoussac. Et
Finalement, ce qu'on dit, c'est que ça a été creusé par l'engouffrement d'un glacier continental sur le bord d'une plaque tectonique. Alors, tu vois comme ça fait un beau lien avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le chapitre 5. Alors, c'est vraiment l'accentuation, l'effet d'un glacier qui a frotté et qui a fait ce paysage très, très beau du fjord du Saguenay. Alors, on se dirige tout doucement vers la page 172. Et là, on va détailler chacun des agents d'érosion principaux. Alors, le premier qu'on va voir, c'est l'eau. Alors, l'érosion par l'eau. Alors, moi, j'aimerais ça pouvoir te donner des exemples que tu connais, ou en tout cas qui vont te donner des images très clairement. Alors, l'érosion par l'eau, je vais juste tasser ici, puis je vais aller écrire mes exemples juste ici. Alors, l'érosion par l'eau, des exemples. Alors, on vient juste de parler de canyons. Alors, des canyons, canyons qui ont été creusés par l'érosion de l'eau. On peut parler des grottes. Alors, tantôt, on a vu une image d'une grotte qui a été sculptée par les années, avec l'amplitude des années. On peut parler d'un endroit que tu connais bien, ou en tout cas, tu as sûrement entendu déjà parler des chutes Niagara. Alors, les chutes Niagara sont un endroit de prédilection où en tout cas, moi, mes parents ont fait leur voyage de noces là. Probablement que tes grands-parents ont été comme ça aussi. Alors, les chutes Niagara, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un endroit entre les États-Unis et le Canada, en Ontario. Et les chutes sont là. Et ce qu'on a observé, c'est qu'avec les années, les chutes reculent, entre guillemets, reculent de 30 cm par année par l'érosion de l'eau. Alors, à force d'avoir la grande affluence d'eau qui déboule sur les roches et tout ça, ça use le terrain. Et les chutes, on a l'impression qu'elles reculent comme ça. Il m'en manque un que je voudrais te parler aussi, parce qu'on va en reparler tantôt. Alors, les bords de l'eau. Alors, les bords de l'eau, si tu as un chalet, bord, bon, je vais aller chercher bord. On va effacer notre S s'il veut partir, évidemment. Alors, bord de l'eau. Alors, si tu as un chalet qui est sur le bord de l'eau, tu vas te rendre compte que rapidement, avec le mouvement de l'eau, des lacs et tout ça, ça creuse doucement, doucement, et c'est ce qu'on appelle l'érosion de l'eau. OK? L'érosion faite par l'eau. Alors, avec mon crayon surligneur, je vais aller chercher des mots plus importants. Alors, l'érosion est faite de différentes façons. Alors, soit par des torrents, OK? À l'origine de chutes et de rivières, de la neige qui fond, OK? Au printemps, par exemple, le mouvement de l'eau, je t'en ai parlé tantôt pour les bords de l'eau, ou des gouttes d'eau qui tombent, OK? Sur un sol qui va faire en sorte d'user. Avec mon crayon mine, alors le ruissellement, OK? C'est l'écoulement des eaux de surface. C'est le type d'érosion le plus fréquent quand on parle d'érosion par l'eau. Alors, le ruissellement, c'est vraiment l'eau qui dégouline, qui crée son petit chemin, qui creuse son petit chemin et qui, tranquillement, pas vite, va se faire des tunnels, des encavures, des fissures, va se glisser un peu partout. Et c'est vraiment comme ça qu'on va observer des modifications sur le sol faites par l'eau. Voilà. Je m'en vais un petit peu plus. Oh, j'ai oublié. À la figure 19, il y a une image vraiment spéciale. Alors, cet endroit-là, on retrouve ça au sud de la France. Voilà, comme mon crayon. Au sud de la France. On appelle ça des cheminées de fées. Alors, c'est vraiment par l'eau que ça a été sculpté, et on a vraiment l'impression que ça fait comme des petites cheminées là,
qui sont spéciales puis qui ont un nom très très mignon. Alors, cheminée de fée. J'essaie de te parler du deuxième agent. Alors, l'érosion par le vent. Alors, l'érosion par le vent, ce qu'il y a à en dire, c'est que c'est vraiment comme du papier sablé. OK? Alors, j'aime ça te donner des images qui te parlent. Bon, parfait. Voilà, on tourne. Alors, papier. Papier d'émery, j'allais écrire ça, mais c'est pas très clair pour toi. Alors, je vais plutôt utiliser le mot papier sablé. Et là là. Papier sablé. Alors, le papier sablé qui travaille par frottement, alors qui va vraiment faire une usure. Et avec mon crayon surligneur, je vais aller chercher, ça enlève des fragments rocheux et polit leur surface. Alors, c'est vraiment comme un papier sablé, ça va affiner tout ça. Et tout de suite, au bas, on voit à la figure 20 un endroit qu'on retrouve en Bolivie. Alors, en Bolivie, dans le désert de la Bolivie, on voit des sculptures vraiment phénoménales là, qui ont été faites par le vent. Alors, on voit vraiment que le papier sablé là, est passé à l'action. Alors, le sable tourbillonné a usé complètement les roches qui se retrouvaient là. Et ça fait des sculptures vraiment très belles. Juste ici, dans ce paragraphe, juste à côté de l'image, j'ai un petit... je voudrais que tu mettes ça en parallèle comme ça parce qu'on va en reparler à la page suivante. Et il y a un petit bout que je voudrais te faire voir. Alors, les racines des plantes contribuent à maintenir les particules du sol en place. On en reparle, mais principalement, si on veut essayer d'amoindrir l'effet de l'érosion, c'est d'avoir des arbres, des racines qui retiennent le sol en place. Et évidemment, ça va aider beaucoup à sauvegarder l'aspect du sol qu'on veut garder. On arrive au troisième, alors l'érosion par la température. Alors, si on parle de... Oh mon Dieu Seigneur, j'ai oublié quelque chose d'important. Je retourne ici parce que je n'ai pas donné d'exemple. J'ai parlé de papier sablé, c'est bien le fun, mais j'aimerais ça pouvoir te faire un parallèle. Alors, sûrement que tu connais l'Himalaya. Alors, l'Himalaya en Asie. Alors, l'Himalaya, OK, est très très haut, hein, 8848 mètres d'altitude. Alors, c'est une grande chaîne de montagnes. C'est comparable d'une certaine façon, au mont, le mont Tremblant dans les Laurentides. Alors, le mont Tremblant est un mont très très âgé, OK? Et ça, c'est un moyen de savoir si les montagnes, Seigneur, que j'ai de la misère avec mon crayon, de savoir si la montagne est âgée. Alors, le mont Tremblant a déjà, en tout cas, plusieurs chaînes de montagnes dans les Laurentides ont déjà été très, très hautes, aussi hautes que l'Himalaya. Mais avec les années, avec les pluies, avec le vent, avec le gel et le dégel qu'on vit au Québec, ils ont fait en sorte qu'ils se sont moins bien sauvegardés, comme on dirait, et ils ont été usés par le temps. Alors, au lieu d'avoir des montagnes très, très accentuées en pointe, on a plutôt des montagnes plutôt arrondies parce qu'elles ont été érodées. Elles ont vécu l'érosion. Je retourne au bas de la page 172 avec l'érosion par la température. Voilà. L'érosion par la température. Bon. Mon crayon veut vraiment m'aider ce matin.
Alors, l'érosion par la température. Alors, on va parler de gel et de dégel, entre autres. OK? Alors, quand on joue avec la température, ce qui est important de retenir, c'est que lorsque la température augmente, la matière prend de l'expansion, OK? Et peut faire éclater les roches. Alors, concrètement, quand ça gèle, le volume augmente, alors ça grossit, et là, ça dégèle, puis là, il se forme un petit creux. Et c'est ce qu'on va retrouver principalement, et on en parle beaucoup à ce moment-ci de l'année, au printemps. Alors, on va parler des nids de poules au Québec. Bon, alors au Québec, on va parler de nids de poules. Alors, les nids de poules qu'on doit s'occuper à chaque début de saison estivale. Alors, on règle les nids de poules. À cause du gel et du dégel, il s'est formé. Alors, les roches ont gonflé, la terre s'est gonflée, puis là, dégonfle avec le dégel et il se crée des creux qui défoncent rendus au printemps. Alors, les nids de poules sont arrangés là, au printemps là, par différentes villes au Québec. On a parlé de 3 types principaux d'érosion. Évidemment, tout ça se fait par le transport des particules de roche. Alors, on va avoir 4 éléments. Alors, ça peut être transporté par les glaciers. Alors, les glaciers, l'eau, le vent ou la gravité fait en sorte que les particules, alors les sédiments, les petites poussières de roche se sont défaits et sont transportés tout doucement vers d'autres lieux, vers d'autres cieux, comme on pourrait dire, et peuvent modifier complètement l'aspect du sol. On arrive à la 3e façon de modifier le terrain. Alors, on a parlé de l'érosion par les éléments de la nature, alors l'eau, le vent, la température. On peut parler des différents séismes, des différents problèmes qui peuvent arriver tout à coup. Alors, un tremblement de terre, une avalanche, une éruption volcanique. On en a parlé dans d'autres sections du chapitre 5. Et là, on arrive au grand coupable de la modification du sol. Alors, c'est-à-dire l'activité humaine. Alors, les activités humaines sont une façon, voyons donc, alors les activités humaines sont une façon de modifier le terrain. Alors, en faisant de la déforestation, de l'agriculture, de l'urbanisation et du transport. Alors, un exemple, quand on veut planifier une autoroute, une nouvelle route qui va passer, évidemment, on a l'utilisation de dynamitage, etc. Alors, ça modifie l'aspect du sol. Alors, c'est là qu'on parle du transport. Alors, quand on installe des nouvelles bâtisses, on fait l'urbanisation, évidemment, ça modifie beaucoup tout l'aspect du sol. Je reviens avec ce qu'on a dit tantôt. Alors, on avait parlé des plantes. Et j'aimerais ça que tu prennes conscience qu'au Québec, alors il y a une interdiction depuis quelques années, OK? Interdiction, OK? De déboiser les bords de l'eau, OK? De déboiser les rives, OK? Alors, les rives. Alors, ça veut dire les bords de l'eau, OK? Pourquoi? Parce que c'est une façon, alors, de planter des arbres, c'est une façon de maintenir, planter des arbres, permet de maintenir le sol en place. Planter des arbres, j'ai oublié mon S ici, permet de maintenir
le sol en place. Je vais juste monter parce que j'ai plus de place pour écrire. Ça permet de maintenir le sol en place. Alors, de plus en plus, alors les gens qui s'occupent des rives, des endroits de prédilection près de l'eau, vont faire la promotion de planter des arbres sur le bord des lacs et tout ça pour permettre que les racines des arbres puissent maintenir le sol convenablement. Alors, on a fait le tour. J'espère que ça t'a aidé. Et évidemment, ton enseignante pourra t'aider à visualiser tout ça si tu as des questions, répondre à tes questions. Puis, on se revoit pour une prochaine fois.